Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Donc nous allons continuer maintenant sur les fondements de la mécanique quantique en revenant à des choses beaucoup plus basiques pour essayer de comprendre les comportements des systèmes quantiques. Nous allons procéder par des expériences de pensée, mais si elles n'ont pas été réalisées telles quelles au départ, elles ont bel et bien été réalisées plus tard. Donc, les phénomènes que je vous décrirai sont tout à fait corrects. Il se fait simplement que la naissance de la mécanique quantique a été plutôt bousculée, très théorique, très abstraite, et donc très mathématique. Je veux éviter ça, et donc nous allons procéder autrement. Alors, rappelons les interférences des ondes. Deux ondes peuvent s'additionner. Si les bosses des ondes coïncident, on obtient simplement une onde 2 fois plus forte. Et si on a les bosses qui correspondent à des creux, on a un résultat nul, et bien sûr avec des résultats intermédiaires selon le décalage de phase des deux ondes. Je vous avais aussi parlé de l'expérience de Young. Et c'est cette expérience qui va nous servir de base au début pour mettre en évidence un certain nombre de propriétés. Donc on a une paroi avec deux fentes, exactement une paroi ici avec une fente, par exemple, des ondes qui arrivent, qui sont dispersées, et qui sont dispersées par les deux fentes, pour arriver sur une paroi, où elles vont produire des interférences. On peut faire l'expérience avec des vagues. Des vagues arrivent sur un trou, on a des vagues circulaires qui sortent par le petit trou, dans une petite digue, elles ressortent par deux trous, et les vagues interfèrent. Et le récepteur, dans le cas de vague, ça peut être une fine plage en pente douce, la longueur de sable mouillé donnant la hauteur de la vague qui vient mourir sur le sable. Et on obtient typiquement ceci pour l'intensité de l'onde qui arrive sur la cible. Des raies de plus en plus faibles au fur et à mesure où on s'éloigne des trous, c'est un peu normal, mais surtout des raies lumineuses, dans le cas de la lumière, et des raies sombres, ou alors de grandes longueurs de sable mouillé, et de faibles longueurs de sable mouillé dans le cas des vagues. Faisons d'abord l'expérience avec une seule fente, pour bien mettre en évidence ce qui se passe. Commençons avec des corpuscules. On peut imaginer le faire, par exemple, avec des balles de fusil, pourquoi pas. Ou des petites billes lancées à grande vitesse. On lance de très très nombreux corpuscules à grande vitesse. Bon, un grand nombre vont rebondir sur les côtés, mais ceux-là, ils nous importent peu. D'autres vont s'introduire dans la fente, ils vont rebondir sur les bords des parois, et les billes vont se disperser dans tous les sens. Et si on regarde les impacts, et qu'on compte le nombre d'impacts, on obtient typiquement une courbe en cloche. Cette courbe diminue comme le carré de la distance, à peu près. Ça dépend des angles. Et c'est un peu normal puisque la densité de corpuscules, en s'écartant, en prenant de plus en plus de distance, la densité de corpuscules ou de billes ou de balles diminue comme le carré de la distance. Notons qu'avec des corpuscules, on a des impacts bien localisés. Et il faut en avoir un grand nombre pour pouvoir estimer la forme de la courbe. Faisons la même chose maintenant avec des ondes. On envoie des ondes, des vagues,
sur une petite brèche dans une digue, on a des ondes circulaires qui en sortent. C'est le phénomène de diffraction que nous avons vu. Il faut que le trou soit suffisamment petit. Et sur la cible, on a également une intensité de l'onde ou la hauteur des vagues qui forme une courbe en cloche tout à fait identique. Parce que l'intensité de l'onde, en se dispersant, diminue là aussi avec le carré de la distance. Donc, les deux courbes sont identiques. On ne peut pas distinguer des corpuscules du nom. Il y a quand même des différences de comportement. Par exemple, l'onde, elle se forme d'un seul coup. La courbe ici. La première vague arrive, se disperse, et on a déjà la forme qui se dessine. Tandis que les corpuscules, on a des impacts localisés, et il faut en avoir un grand nombre pour pouvoir dessiner la courbe. Donc là, on voit quand même une différence. De même, si je mets un petit appareil pour éclairer ici, ou un petit appareil ici pour éclairer les vagues, au moment où les corpuscules passent le trou, je vais voir des petits flashs irréguliers. Ici, je vais avoir des petits flashs aussi un peu plus réguliers, puisque l'onde est périodique. On va avoir pop, 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 chaque fois qu'un sommet de l'onde passe. Donc voilà, ici, tout est clair, tout est simple. Faisons maintenant l'expérience avec deux fentes, comme ici, avec nos corpuscules. Alors, si je prends une paroi à deux fentes, j'envoie tous mes corpuscules, ceux-ci se dispersent et vont percuter la cible. Si j'observe les impacts faits par ces billes-là, je peux à nouveau mettre des petits capteurs lumineux pour voir par où passent les billes ou les balles. Et je vois que ces billes-là forment un grand nombre d'impacts. Le nombre d'impacts suivant une courbe en cloche. Et le deuxième, également, en face de chaque trou. Et le nombre total d'impacts, mais c'est simplement la somme des deux. Il suffit de compter le nombre total d'impacts. Le nombre total d'impacts, c'est le nombre total d'impacts venant de là, plus le nombre total d'impacts venant de là, donc c'est la somme. Avec des corpuscules, c'est facile, ça s'appelle un argument de comptage. Il ne peut pas y avoir interférence, puisqu'on fait simplement une somme d'impacts. On obtient une courbe en cloche un peu plus grande. Si les trous sont très espacés, au pire, on aura un léger creux dans la bosse, au centre, parce qu'elle sera au milieu, très éloignée des deux fentes. Mais c'est simplement la somme des deux courbes en cloche. Si on dit que la probabilité qu'une balle qui vient de là, la probabilité qu'elle arrive à cet endroit-là est P1, et que la probabilité qu'elle arrive là en venant de la deuxième fente est P2, alors la probabilité qu'une balle arrive quand les deux trous sont ouverts est simplement P égale P1 plus P2. Maintenant, si je fais l'expérience avec les vagues, ou avec des ondes, j'obtiens donc cette figure d'interférence. Alors, là aussi, je peux les observer, je peux mettre des petites lampes, ça ne va rien changer. Je vais voir que les vagues passent par les deux trous en même temps, et j'obtiens toujours cette figure d'interférence. C'est normal. Je le précise parce qu'avec les objets quantiques, on va avoir des surprises. Alors, comment est-ce qu'on calcule ces franges d'interférence? Eh bien, si une onde ici arrive là, sur l'écran, en suivant ce chemin-là, et celle-là, en venant de l'autre trou, suit ce chemin-là, elles parcourent des distances différentes. Elles vont former une frange lumineuse ou une haute vague si elles sont en phase. Comme elles parcourent des chemins, des distances différentes, il faut que la différence de distance soit
la longueur entre deux bosses, c'est-à-dire la longueur d'onde. Avec un peu de géométrie, on calcule que la distance entre les franges, c'est simplement lambda, la longueur d'onde, fois L, la distance entre les fentes et la cible, divisé par D, la distance entre les fentes. Lambda fois L sur D, c'est une formule toute simple. Et elle est facile à calculer avec un petit peu de géométrie. C'est un moyen simple aussi de calculer une longueur d'onde dans une expérience d'interférence de Young. J'en avais déjà parlé avec le laser, où on peut facilement mesurer la longueur d'onde. Pour des longueurs d'onde de l'ordre du millième de millimètre, pour des distances d'une dizaine de mètres ici, et de quelques millimètres ici, entre les fentes, on obtient des franges d'interférence espacées de quelques millimètres, ce qui est suffisant pour les observer à l'œil nu et même les mesurer. Mais cette procédure n'est pas la plus générale et la plus utile pour nous. La plus utile, c'est les nombres complexes. Alors, ça, les nombres complexes, c'est des maths. Mais les nombres complexes sont tellement omniprésents en mécanique quantique, et tellement utiles en mécanique quantique, que je ne peux pas faire l'impasse dessus. Et heureusement, c'est pas très compliqué. Et on n'aura pas besoin de faire des choses compliquées avec. Vous savez comment ça fonctionne pour les nombres au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. 3 au carré, c'est 3 au carré, ça fait 9. Un carré, ça donne toujours un nombre positif pour un nombre normal. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Les deux moins s'annulent, ça fait 1. Et moins 2 au carré, ça fait 4, etc. Il y a déjà fort longtemps, bien avant toutes ces histoires-là, les mathématiciens auraient bien aimé avoir des carrés qui donnent des nombres négatifs. Ça aurait été bien pratique pour certaines applications mathématiques. Donc ils ont imaginé un nombre imaginaire, puisque ce n'est pas un nombre normal, on l'a appelé nombre imaginaire, noté I, tel que I au carré est égal à moins 1. Ça ne se démontre pas. Vous pouvez le voir comme une définition du nombre imaginaire. Sa définition, c'est son carré donne moins 1. Bien sûr, 2i carré donne 2i au carré donne moins 4. 3i au carré donne moins 9. Comme ici, mais avec un signe moins. Et on peut faire la somme des deux. Par exemple, un nombre normal plus un nombre imaginaire. 1 plus i. Et ces nombres sont appelés nombres complexes. C'est tout, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. On peut aussi les représenter dans un graphique. On présente sur cet axe-là les nombres normaux et sur cet axe-là le nombre imaginaire. Un nombre complexe et alors simplement une flèche ou un point dans ce plan, appelé plan de Gauss. La grandeur de la flèche est appelée le module et l'angle par rapport à l'horizontale est appelé argument ou phase. Ah, le mot est lâché. Phase, comme pour les ondes. Et effectivement, mathématiquement, on montre facilement qu'on peut représenter les ondes par des nombres complexes. Dans chaque fente, on a une onde d'intensité, on va les noter I1 et I2, qui vont arriver sur un point de l'écran. I1 et I2 sont des nombres complexes. L'intensité d'une onde est donnée par c'est évidemment, si vous mesurez la hauteur d'une vague, ou si vous mesurez l'intensité lumineuse, vous allez obtenir un simple nombre.
Par exemple, la vague, elle fait 12 cm. Elle ne fait pas un nombre imaginaire de centimètres. Les valeurs qu'on mesure sont toujours des grandeurs réelles. Et on définit les ondes de manière à ce que l'intensité de la première onde en un point va être I1 au carré. Plus exactement, le module, la grandeur du nombre complexe au carré. Ce sera l'intensité. C'est vrai pour les ondes électromagnétiques. On représente souvent le champ électrique de l'onde électromagnétique par un nombre complexe. Et l'intensité de l'onde électromagnétique, de l'onde lumineuse, c'est le carré du module. Ça vous paraît un peu abstrait, j'en suis sûr, si vous ne connaissez pas les nombres complexes. Mais il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Hein. C'est simplement une astuce de mathématicien qui est très pratique. Et l'autre onde, elle va aussi avoir une intensité I2 au carré, au point considéré. Et les ondes, comme elles s'additionnent, l'onde totale qui arrive en un point, c'est I1 plus I2, tout simplement. Et pour avoir l'intensité de l'onde totale, celle qu'on mesure, qu'on observe dans l'expérience de Young, on fait le module au carré, et quelques calculs montrent que ça fait le module de I1 au carré, plus le module de I2 au carré, plus un terme dit d'interférence. Donc en fait, le résultat, c'est une somme des intensités, un peu comme pour le corpuscule, plus un terme d'interférence. Et c'est ce terme qui caractérise les interférences. Nous reviendrons sur ce type de petites formules et de petites façons de représenter les choses, parce que nous les utiliserons en mécanique quantique, et je vous garantis que c'est encore la manière la plus simple de le faire. Hein. Il y a des manières bien plus compliquées de représenter les objets quantiques et de les manipuler. Je ne vous préparerai pas, je ne vous décrirai pas en détail des équations différentielles, des choses de ce genre. Donc c'est tout ce dont on a besoin de savoir. Et ceci, c'est du classique. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, ne faisons pas des vidéos trop longues, ce sera de faire la même chose, mais avec des objets microscopiques, soumis aux lois de la mécanique quantique. Rappelons-nous Bohr, les électrons dans l'atome semblent ne pas obéir à la physique classique. Dans quelle mesure? Pourquoi? Comment? Il est donc intéressant de faire ce type d'expérience avec des électrons pour essayer de voir ce qui se passe. Avec la lumière, on sait qu'on a des interférences, on a déjà le concept de photon. Mais les électrons vont nous fournir un peu de facilité au niveau de leur manipulation, qui sont un peu plus évidentes. Et puis, les électrons, ils ont une charge électrique. On n'a jamais de demi-électron. Un électron, c'est un électron. Ça se comporte comme dans l'expérience de Thomson, les rayons cathodiques qu'on dévie avec des champs électriques, magnétiques. Ça se comporte vraiment comme des billes. Donc, on s'attend probablement à quelque chose comme ça. Mais nous aurons des surprises et nous les verrons dans la prochaine vidéo. Merci.